Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette webinaire co-organisé avec Distram qui nous aujourd'hui supporte et nous accueille dans cette session. Est-ce que, encore une fois, tout le monde m'entend bien? A priori, avec les petits essais qu'on a fait, je pense que c'était bien parti. Alors, je vais mettre un petit coup la caméra, comme ça, si les gens veulent échanger avec moi, il n'y aura pas de souci. Donc, aujourd'hui, le webinaire va porter sur la certification des infrastructures fibre optique, et cela en 6 étapes. Donc, l'objectif étant de voir si tous les éléments que vous avez à votre connaissance sont à jour, évidemment, par rapport à ce qui a pu évoluer au niveau des normes. Alors, un petit rappel pour tout le monde, Fluke Networks fête cette année ses 25 ans. 25 ans, ça veut dire que donc on a démarré évidemment en 1992 avec des testeurs et depuis donc 25 ans de nombreuses innovations de la part de notre service de recherche et développement avec un tout dernier testeur que l'on a introduit il y a quelques semaines maintenant pour la prochaine génération de la catégorie 8. Alors, pour démarrer cette session sur la fibre optique, j'aime bien commencer par surtout des questions. Donc, comment ont évolué vos infrastructures, que ce soit celles que vous avez à certifier ou vos propres infrastructures depuis maintenant 5 ans, voire peut-être depuis plus de 10 ans, avec un certain nombre de questions qui vont bien sûr nous tarauder tout au long de cette session, comme vous avez besoin de plus de bande passante qu'au passé. Donc, est-ce que ces exigences sont-elles toujours d'actualité? Avez-vous plus de liens auparavant à dépanner, à certifier? Et je parle bien sûr de la fibre. Est-ce que lors de ces certifications, vous avez plus de pannes, donc plus d'erreurs? Et comment vous les résolvez? D'où viennent ces erreurs? Est-ce que c'est plus compliqué à gérer, plus long à dépanner, évidemment, en termes de temps? Et bien sûr, quel est le temps que vous avez à certifier? Est-ce que vos donneurs d'ordre ne vous imposent pas un temps réduit que vous avez de plus en plus de mal, par exemple, à respecter? Pour quelles raisons? Dépendant de vos ressources humaines, matérielles, évidemment. Est-ce que ces ressources et ces infrastructures sont dorénavant documentées? C'est un point important pour conserver une bonne vision de l'archivage que vous allez avoir, soit à remettre à la fin d'une certification, soit tout simplement pour pouvoir mieux dépanner à la prochaine intervention d'opération que vous aurez à faire. Deuxième série de questions qu'on peut se poser, c'est par rapport aux équipes en tant que telles. Et pareil, même question depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Ces équipes possèdent-elles des outils pour pouvoir réaliser confortablement, et je dirais même normalement, une certification? Est-ce que les techniciens qui s'en servent ont été formés à la dernière version des normalisations, que ce soit l'ISO 14763-3 ou à ses propres évolutions qui datent de 2006, voire de 2014? Est-ce que vous avez des équipements et quand est-ce que vous les avez achetés? De quel type sont-ils? Que ce soit des photomètres, réflectomètres? Avez-vous des caméras d'inspection également? Toutes ces questions sont intéressantes pour savoir si vous êtes prêt, évidemment, à respecter l'ensemble des besoins et des contraintes demandées par les normes. Alors évidemment, quand on a un outil, il doit être régulièrement vérifié, calibré, on peut aussi appeler ça révisé. Donc sont-ils à jour, même tout simplement à une bonne version logicielle par rapport au fabricant? D'un point de vue opérationnel, lorsque vous faites une mesure, est-ce que vous utilisez des jarretières? Oui, bien sûr, mais sont-elles des jarretières de référence? C'est un point important, compte tenu évidemment de l'évolution, on va voir, de la précision de mesure demandée.
Lorsqu'on fait une réflectométrie, on a besoin de bobine amorce, tout le monde le sait. Est-ce que vous en utilisez? Bien sûr, mais combien? C'est-à-dire une au début, deux à la fin, éventuellement, pourquoi pas trois, voire plus, pourquoi pas. Mesurez-vous évidemment la performance de vos bobines et de vos jarretières avant de réaliser vos propres mesures. Donc, est-ce que ces jarretières et bobines influencent-elles évidemment le résultat de mesure? Ça paraît anodin, ça paraît presque naïf de poser ces questions, mais évidemment, c'est essentiel pour conserver la précision de mesure que vous attendez à la fois de l'outil et bien sûr que le client attend de la part de son sous-traitant installateur lorsqu'il a besoin. Combien de temps consacrez-vous également à la documentation? C'est un point important, à la fois en termes de paramétrage et donc de connaissances que vous avez du chantier à réaliser, ça fait partie du cahier des charges généralement, et à la fois en termes d'archivage que vous allez remettre auprès du client final, qui est donneur d'ordre, de façon à pouvoir respecter ses exigences, voire lui remettre un document qu'il pourra utiliser ultérieurement pour pouvoir de lui-même comprendre ou réagir à un événement qui se passe dans son réseau d'information. Alors pourquoi toutes ces questions, ces deux séries de questions? Parce que tout simplement, euh, les normes de réseau, comme le 10 gigabits sur la fibre, le 10/G S, nommé et inventé par les 3E, a conduit les normalisations de pré-câblage à réaliser un nouveau développement compte tenu de leurs exigences par rapport aux outils que l'on doit utiliser, à la méthodologie que l'on va utiliser avec ces outils pour bien et voire même parfaitement avoir des résultats de mesure sûrs dans le sens dans lequel on a des confiances absolues en termes de précision, bien sûr, de mesure. Alors, ces évolutions, d'autant plus celle de 2014, a défini un certain nombre de points, comme les méthodes de référence, c'est-à-dire comment on prépare l'outil avant de faire la mesure, définit des prérequis, bien sûr, pour ces jarretières que l'on utilise pour faire la mesure, définit des sources de lumière et leur conditionnement, on va le voir tout à l'heure, définit des niveaux de mesure, comme la photométrie et la réflectométrie, on prendra ce point-là qui est très important, impose bien sûr l'inspection et le nettoyage des connecteurs, tout le monde le dit, combien de personnes le font, et évidemment définit des méthodes de calcul pour les pertes et les budgets autiques. Une fois qu'on a bien compris cette évolution qui vient bien sûr de la norme, Fluke Networks a créé 6 étapes qui résument quelque part les centaines de pages d'une normalisation que tout le monde n'a pas le temps de lire, voire n'achète pas évidemment, et qui se transmettent généralement du bûche à oreille ou par expérience, on fait comme avant. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui sur la certification de la fibre optique, c'est que on prend une habitude, voire une expérience, et puis on l'étend. Malheureusement, les normes ont évolué, ont essayé de mettre des contraintes supplémentaires parce que le 40 gigas de demain matin, voire le 100 gigas de demain matin, ne peut pas se mesurer, voire se valider, de la même façon que l'on mesurait un lien fibre il y a 10 ans pour du gigabit Ethernet, entre guillemets, basique. Donc évidemment, ces étapes sont indispensables à comprendre, à appréhender et bien sûr à appliquer de façon à avoir la certitude que le mode opératoire est parfaitement compris et appliqué sur le terrain de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute sur la qualité des interventions. Alors ces 6 étapes, évidemment, on va les couvrir avec une gamme de produits, et cette gamme, c'est la plateforme Versive qui comprend un certain nombre de produits de chez nous, et qui permet, bien sûr, avec ces petits écrans que je vous fais défiler tranquillement à l'écran, permettre de voir qu'à chaque étape de ce processus, vous pourrez y retrouver l'ensemble des éléments que vous avez besoin.
Donc la création d'un projet en première étape, puis l'inspection, le nettoyage des instruments, la phase de mesure initiale, qu'on appelle test basique, on va le voir, le dépannage éventuellement si ça ne se passe pas bien, puis les tests étendus, puis la garantie que les états de surface des extrémités mesurées ne sont pas dégradés, puis la conservation de ces éléments à travers le suivi et une documentation. Donc, voyons à travers les pages suivantes comment ça se passe. Donc, la définition d'un projet, c'est tout d'abord la connaissance des limites des normes que l'on va utiliser, que ce soit, on va dire, les normes américaines, qu'on ne devrait pas utiliser sur le territoire français, je passe mon temps à répéter, mais c'est essentiel. Donc, on est censé utiliser les normes ISO, et plus particulièrement la 14763-3, bien que dans certains périmètre de déploiement, les outils puissent accepter en fibre, c'est autorisé, des personnalisations de budget optique pour pouvoir s'adapter à des environnements très particuliers. Je prendrai un exemple assez courant comme les cassettes dans l'environnement MTP-MPO, où là, il est nécessaire de s'adapter parfaitement aux besoins. Donc ces limites, on doit les connaître évidemment dès le départ, ce qui par exemple est important pour le paramétrage initial. Le type de câble, fibre optique, évidemment, alors le basique c'est le multimode monomode. Maintenant il existe bien sûr différents types de fibres dans ces catégories-là, donc évidemment il faut bien les connaître. La numérotation des prises, ça paraît plus qu'évident, mais combien de fois on ne retrouve pas la fibre une fois qu'elle a été posée, une fois qu'elle a été recétée, voire il y a une différence entre le rapport de test et ce que l'on trouve sur les étiquetages dans les baies de brassage ou dans un data center ou sur une prise murale, évidemment. Tout ça est cohérent, mais d'un autre côté, on trouve encore beaucoup d'erreurs. Donc évidemment, le principe, c'est de pouvoir avoir en amont tous ces éléments, de pouvoir soit les transférer par le biais d'un système qui fonctionne en cloud avec Linkwarelive par exemple sur nos produits, et évidemment, c'est tout à fait paramétrable directement dans la machine si on a besoin à travers les différents systèmes qui existent. On peut bien sûr récupérer ces éléments pour les partager, c'est-à-dire que cette flèche, elle est presque bidirectionnelle et qu'on peut paramétrer le testeur, ici celui du bas, le renvoyer sa configuration pour pouvoir la proposer à un deuxième testeur qui est à venir le lendemain matin ou tout simplement qui est sur une deuxième partie du chantier si le chantier est très important. La deuxième phase, c'est l'inspection, et on devrait même dire nettoyage et inspection des fibres optiques euh, avant même de nettoyer et de démarrer une mesure. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la première cause, les extrémités sales sont la première cause des défaillances. Souvent, on n'a pas forcément besoin d'un outil pour localiser un défaut sur une fibre optique. Le fait de nettoyer et d'avoir une caméra qui nous précise, qui nous visualise que cette extrémité de surface a été bien nettoyée, correctement nettoyée, alors ça nous permet déjà de résoudre un maximum de problèmes ou de dysfonctionnements. Alors c'est donc d'autant plus important à ce moment-là de la certification, c'est-à-dire avant d'avoir démarré des mesures, puisque tout simplement, à ce moment-là, il va bien falloir vérifier chaque extrémité de chaque bobine à mort, chaque extrémité de jarretière de référence avant de s'en servir. Alors évidemment, comment nettoyer? Avec des petits outils, soit à sec, avec ces célèbres one-click, comme on les appelle, qui permettent de rapidement enlever poussière et graisse relativement récente. Si ça ne suffit pas, alors le nettoyage avec des stylets et de l'alcool isopropylique permettent d'être beaucoup plus efficace, de pouvoir bien dissoudre cette poussière qui pourrait venir endommager le bloc directement du testeur avant de l'utiliser. Si ça devient trop présent et agressif, alors à ce moment-là, il faut remplacer la jarretière ou la bobine. Il faut savoir évidemment que
le système permet aussi de regarder le propre connecteur du testeur avant de l'utiliser, évidemment, pour une raison bien simple, c'est que la contamination, ça existe, et que d'une surface propre, on peut la transférer sur une surface sale. C'est-à-dire que A étant un premier connecteur, on l'emboîte dans un deuxième, et le connecteur initial est devenu sale. Et ça, c'est typique de cette poussière ici, qui, par rotation, s'est portée à l'extérieur de la gaine. Malheureusement, c'est pas parce que la poussière est dans la gaine et pas dans le cœur qu'elle ne va pas, à un moment donné, revenir gêner la propagation de la lumière. C'est essentiel d'accepter ce point-là, je dis bien sous cette forme-là, parce que on le sait, on pense que c'est pas grave, mais ce sont toutes les problématiques aléatoires qui apparaissent à ce moment-là. Une fois que tous nos équipements et accessoires sont propres, on va passer à la première phase de mesure qui est le test basique, normativement nommé photométrie. Pourquoi le faire? Parce que déjà, c'est ce que demandent l'ensemble et toutes les normes de pré-câblage afin de réaliser une certification de fibre optique. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas par réflectométrie qu'on fait une certification, c'est bien par une photométrie. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, il y a des dénominations un peu barbares qu'on appelle OLTS, qui sont en fait des systèmes automatisés qui permettent de mesurer donc deux fibres dans les deux sens simultanément et qui permettent en plus d'avoir la valeur de la longueur, ce qui permet bien sûr de pouvoir le faire. Ce qui permet aussi de le faire, on peut bien sûr le faire par une fibre simplex, hein, bien sûr, rien n'empêche de le faire, et c'est bien sûr aussi une certification avec bien sûr des localisateurs de défaut pour pouvoir nous aider, mais à ce moment-là, ce n'est pas une réelle certification qui sera faite, mais plutôt une visualisation ou un vérificateur. Pour préciser pourquoi les normes, qu'elles soient américaines par le TIA, ce qu'ils appellent le niveau 1, ou par le test basique au niveau des normes ISO et IEC, c'est tout simplement parce qu'une mesure n'est pas un calcul. Et par le biais d'une mesure qui génère une lumière d'un côté et qui la mesure de l'autre côté, cette mesure réellement la perte optique, puisqu'il y a eu cette phase de référence ou de tarage de zéro, comme on peut l'appeler, et c'est beaucoup plus précis qu'une mesure réalisée autrement, que ce soit par une vérification simple, évidemment, mais aussi par réflectométrie, on va le voir juste après. Et évidemment, l'inconvénient d'une photométrie, c'est que elle n'est pas la plus pertinente pour faire un dépannage rapide, puisqu'il n'y a aucune possibilité pour pouvoir localiser le moindre défaut à l'intérieur d'une liaison mesurée par photométrie. C'est la technologie qui veut ça, un instrument de chaque côté, une source de lumière et un wattmètre, photomètre à l'autre extrémité. Les points importants qu'il faut garder pour faire une bonne photométrie sont 4 points. La performance du puissance mètre, la performance de la source de lumière, la mesure avec un ou plusieurs cordons, et évidemment la référence à un cordon est celle préconisée par une norme, et le respect de la technologie pour la multimode avec les flux encerclés, et ces cordons de référence associés évidemment. Ces 4 points sont essentiels et j'aurais presque envie de dire par rapport à des discours qu'on nous-mêmes on a pu tenir il y a maintenant plusieurs années dans le passé, c'est que les 2 points qui sont ici dépendent de la qualité principalement du fabricant et donc des outils intrinsèques que vous achetez et que vous allez utiliser. Et qui ont bien sûr évolué depuis plus de 5 ans, ce qui fait que des outils matériels achetés il y a plus de 5 ans, il y a de grandes chances qu'ils soient eux-mêmes totalement obsolètes par rapport aux exigences des normes d'aujourd'hui. Donc faites attention à ce point-là. Les performances d'un puissance mètre, la performance d'une source de lumière n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait utiliser il y a 10 ans ou même 5 ans. Et malheureusement, pour faire des mesures précises, ils ne suffisent plus. Les 2 points d'en bas dépendent plus du processus et de la méthodologie que vous allez utiliser, appliquer
pendant et tout au long de la procédure. Donc évidemment, ces 2 points du bas sont aujourd'hui beaucoup plus importants et c'est ces points-là sur lesquels je vais insister. Les flux encerclés, c'est tout simplement conserver la lumière générée par la source de lumière au cœur même du cœur de la fibre. Pas trop dans le cas de droite, pas assez, on le voit bien ici côté gauche, mais bien dans le cœur de la fibre sans aller au niveau de la gaine. Ce point-là est très important puisque sinon, on surestime ou sous-estime le budget optique. Or, les budgets optiques aujourd'hui qu'on recherche sont de l'ordre de 1, 2, grand maximum 3 dB pour tester évidemment le 10 giga et au-delà. Hein, on parle de plutôt 1,5 à 1,9 dB en fonction des types de fibres optiques qu'on a et des liaisons et de leur longueur. Donc évidemment, à ces valeurs de budget optique à ne pas dépasser, il est inconcevable que la méthodologie et les jarretières qu'on utilise puissent influencer le résultat. Faites un test, si évidemment ce n'est pas encore compris ni accepté de votre part, vous verrez immédiatement le résultat à travers l'utilisation de ce type de jarretière dans votre méthode de mesure. Pourquoi les tester également? Deuxième point, en plus du fait que ce sont des jarretières avec, spécifiques, hein, c'est que tout simplement, les jarretières ont une durée limitée. Une jarretière de test ne peut pas être utilisée plus de 500 fois. On peut toujours l'utiliser 501 fois, mais en l'occurrence, on va vite s'apercevoir qu'il y a une dégradation de la pertinence de performance. Et à ce moment-là, les normes, pour cette raison-là, nous demande de vérifier, de valider que la jarretière n'influence pas de plus de 0,15. Alors quand on dit la jarretière, c'est tout simplement la connexion lorsque vous faites votre phase de référence, hein, quand on joint les deux jarretières l'une à l'autre à travers cette traversée symbolique au moment où on fait notre mesure, cette mesure-là ne peut pas, ne doit pas dépasser 0,15 dB afin que ces deux jarretières n'influencent pas. Et ça, c'est normativement imposé par la norme. Ce qui veut dire que tester sa jarretière avant de faire la mesure garantit la qualité des tests qui seront faits avec ses propres jarretières. Donc le faire régulièrement, il est évident que c'est essentiel. Alors, je vois une question, je vais y répondre tout de suite. Est-ce la même chose pour les bobines amorces? Effectivement, les bobines amorces ont une phase de mesure, on peut l'appeler compensation de bobine amorce, on le voit un petit peu plus tard dans la représentation, mais effectivement, elle est similaire. Il n'y a pas de valeur donnée par les normes pour une bobine amorce, puisque quelque part, ces bobines varient de plusieurs centaines. Nous, on propose des bobines à 100 mètres compte tenu de la technologie de mesure, mais on voit par le passé qu'on utilise des fois des bobines de 500 voire 1 km en fonction des longueurs, et c'est l'OTDR qui le fait. Mais effectivement, la philosophie générale est la même, mais sans avoir de valeur imposée par les normes pour une bobine amorce. Le processus pour faire cette compensation et cette mesure de référence au niveau des jarretières est aidé à travers un petit navigateur dans le testeur qui permet de bien respecter l'ensemble du processus. Pour une raison simple, hein, c'est que au niveau de la source de lumière, c'est une erreur couramment faite, il ne faut plus la débrancher une fois qu'on l'a connectée. Sinon, la phase de référence n'est plus valide. Et à ce moment-là, il faut évidemment recommencer à zéro et redémarrer tout le processus. Donc c'est important de garder ça en tête, effectivement, parce que la phase de référence avec un petit wizard, comme on dit en anglais, est très utile pour faire gagner du temps à tout le monde et s'assurer que les 0,15 dB sont bien acceptés et donc n'ont pas été dépassés au moment de notre mesure. La deuxième phase, hein, deuxième partie des mesures, c'est la réflectométrie. Elle sert dans cette partie-là surtout en phase de dépannage. C'est-à-dire que si la photométrie n'a pas atteint ou a dépassé plutôt la valeur nécessaire, et bien à ce moment-là, il faut pouvoir dépanner et donc la réflectométrie va pouvoir nous aider à la réaliser. C'est cette deuxième partie que l'on voit ici maintenant apparaître sur la partie droite de mon écran. C'est ce qu'on appelle le test étendu, qui ne remplace en aucune façon
le test basique, mais le complète par cette mesure spécifique de mesure de réflexion de la fibre, de la lumière dans la fibre, tout au long de sa propagation, et qui permet bien sûr de localiser tous les événements, que ce soit une épissure, que ce soit une traversée, voilà, une boîte MTP MPO par exemple, et donc permet de bien comprendre si chaque élément construisant la liaison complète, chaque élément ne dépasse pas la valeur demandée par la normalisation. Alors que le budget optique mesuré par une certification est bien sûr là pour garantir de bout en bout que l'atténuation globale n'a pas été dépassée. Évidemment, on peut avoir parfois, puisque c'est mathématique et que les algorithmes des réflectomètres sont là aussi pour évoluer, on peut avoir des valeurs d'atténuation affichées dans un réflectomètre. Il faut bien conserver en tête que ce n'est pas une mesure à ce moment-là, c'est bien un calcul mathématique et que ce calcul est automatiquement moins précis que la mesure de cette même portion faite par un photomètre. C'est essentiel de garder ça en tête. Donc, gardez bien le point, une réflectométrie ne certifie pas en elle-même un budget optique. Par contre, il complète cette mesure de photométrie par une meilleure vision et bien sûr un dépannage accru si nécessaire. Donc les mesures de réflectométrie, on les voit là à l'écran. On a bien sûr ces célèbres courbes qui parfois peuvent être tout à fait incompréhensibles par le kidam. Et évidemment, et c'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant, alors que on a des écrans qui peuvent, sous format tableau ou tout simplement par des dessins, nous aider à visualiser l'ensemble des connecteurs qu'il peut y avoir tout au long d'une liaison. Lorsque, évidemment, les résultats sont verts, c'est qu'aucun connecteur n'a de défaut. Évidemment, quand les connecteurs peuvent se transformer en rouge, c'est qu'il peut y avoir une des valeurs, que ce soit l'atténuation de ce connecteur ou la réflexion de ce connecteur, qui ne sont pas bons ou qui dépassent les valeurs de la limite demandée. Et à ce moment-là, on peut intervenir uniquement sur le connecteur qui fait défaut et qui est facile à localiser à ce moment-là. Et on le voit bien à travers le dessin. Alors évidemment, ce défaut peut provenir d'une mauvaise installation, mais peut provenir tout à fait aussi tout simplement d'une poussière qui n'aurait pas été bien nettoyée par le système adéquat. Effectivement, ça peut être très gênant. La phase finale, c'est évidemment évaluer, documenter le connecteur qui a été mesuré, qui a été considéré comme bon, et que l'on veut évidemment certifier et voir apparaître, pourquoi pas, sur le rapport de test. À ce moment-là, comme des normes sont apparues très récemment, ça date d'il y a quelques années seulement au maximum, quand je dis quelques années, c'est il y a 2 ans de maximum, l'IEC, avec cette normalisation 61300, je vous fais grâce des autres chiffres, a défini des algorithmes pour à la fois, bien sûr, localiser les petits points, les petites rayures, les traits, les bosses et autres, et en fonction de la surface de chaque incident, le testeur va vous dire si votre connecteur est propre ou sale. Pour l'avoir fait de maintes fois, ce n'est évidemment pas du tout facile à atteindre. Il faut avoir vraiment de belles connexions pour pouvoir être sûr d'avoir une certification des extrémités des fibres à travers ces algorithmes qui sont extrêmement utiles pour améliorer la performance globale des liaisons que l'on a besoin maintenant, surtout avec les débits qu'on attend. Une fois que les mesures ont été réalisées, il faut évidemment archiver, documenter, comme on dit. Et là, à travers le logiciel qui gère la plateforme au global, que ce soit Linkware sur le PC lui-même ou à travers le Linkware Live qui permet d'avoir cette synchronisation à travers Internet, on pourra, à travers le travail du chef de projet ou l'administrateur des rapports, avoir une vision soit intermédiaire du chantier, soit ponctuel et définitif, pourquoi pas, lorsqu'on rapatriera
l'ensemble des rapports du testeur qui est resté sur le terrain, sans donc revenir directement vers le système Linkware Live, qui nous le ramènera vers le Linkware PC afin d'éditer les rapports. Alors les rapports, vous les avez certainement déjà vus. On en a effectivement qui peuvent contenir ces fameuses photos des écrans de surface qu'on a aux extrémités des fibres, pour la photométrie par exemple ici. Et puis bien sûr, en haut, on va contenir les courbes, donc des deux longueurs d'onde, 850, 1300, 1310, 1550 par exemple, et puis les valeurs sur tableau, ou tout simplement le schéma, le dessin de la liaison globale, avec ou pas ces fameuses photos des états de surface des deux extrémités des fibres, ce qui permet de garantir au donneur d'ordre, et bien sûr à l'installateur, que le travail a été parfaitement effectué jusqu'au bout, sans abîmer les fibres optiques au moment où on les a définitivement pluguées ou tout simplement connectées et rebouchées avec le petit bouchon, qui est indispensable dans la bonne tenue d'une liaison fibre. Alors, c'est comme ça qu'on peut résumer la situation, hein, les meilleures pratiques. Hein. C'est connaître le projet, inspecter avant de mesurer, puis réaliser les mesures qu'on appelle basiques par photométrie avec donc un système adéquat en respectant les règles des flux encerclés et également de jarretière de référence avec la méthode à une jarretière en l'occurrence qui étant la plus précise, pouvoir dépanner si cette phase se passe mal, évidemment, puis étendre ces mesures à une réflectométrie selon les normes des composants, avec les valeurs de réflexion et d'atténuation par composant, c'est-à-dire connecteur et épissure éventuellement, pouvoir après la certifier par les états de surface, et finalement conserver ces éléments à travers un suivi et une documentation dans des logiciels associés. Alors, petit point sur Linkware, je préconise de plus en plus au niveau de l'archivage de conserver ces données au niveau et au format FLW plutôt qu'au format PDF, le format PDF étant plutôt historiquement plus pratique, mais en l'occurrence, dorénavant, conservez-le au format qui peuvent être lisibles par tous, et d'autant plus par nous si vous avez besoin d'aide, mais c'est surtout que vous aurez plus de facilité à relire ces informations plutôt que de les avoir conservées définitivement au format PDF. Alors, je vois une petite question qui apparaît. Doit-on faire des mesures de dispersion chromatique et de PMD lors des qualifs? Alors, en termes de certification, d'autant plus dans les environnements, on va dire, bureautiques, data center, donc que je résumerai de type LAN, ces mesures normatives de mesures chantier ne sont absolument pas indispensables et ils ne sont pas demandés, d'ailleurs, en l'occurrence, sur le terrain. Ça ne veut pas dire que ces mesures ne peuvent pas être faites en plus, mais en l'occurrence, elles ne sont absolument pas demandées pour faire une certification dans le vrai sens du terme et du mot, une certification terrain. Ces mesures ne sont absolument pas demandées, en aucune façon. Ça peut amener de l'information complémentaire, pourquoi pas, mais une photométrie accompagnée d'une réflectométrie sur les liens fibres suffisent tout à fait à valider définitivement, en l'occurrence, les liens vifs fibre optique. Alors, je vois qu'effectivement, pour le DJ, je pensais que c'était important. La dispersion chromatique n'est pas une mesure terrain. Hein, je précise encore une fois, ce n'est absolument pas demandé. Je ne pourrais pas dire indispensable, c'est même pas que je pourrais pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Certaines personnes pourraient me contredire sur est-ce que ça a un intérêt mais gardez bien en tête que du 10 gigas sur de l'Ethernet, en LAN, en SAN ou autre, sur des environnements de reliaison serveur switch, c'est bien l'équipement actif qui génère une certaine lumière et qui doit être lisible à l'autre extrémité. Pour que ces deux équipements puissent se comprendre et échanger, la photométrie est la seule mesure
obligatoire et nécessaire donc pour valider ce lien. La réflectométrie étant la perturbation, puisqu'il peut y avoir aller-retour dans la même fibre, et compréhension évidemment des éventuels défauts, la réflectométrie étant une mesure complémentaire. Le reste n'est que mesure plutôt de laboratoire, euh, tout simplement pour comprendre si les connecteurs ou la fibre se conçoit ou est de bonne constitution. Mais sur le terrain, ce ne sont en aucune façon des mesures nécessaires à être réalisées pour valider un débit. Je précise bien dans mes termes mes propos. Donc en conclusion, effectivement, de cette petite webinaire, bien que j'ai quelques slides encore à vous présenter après, mais en fait la partie technique, on va dire, des infrastructures optiques performantes, c'est d'abord cette connaissance de cette méthodologie avec ses meilleures pratiques, qu'on pourrait aller beaucoup plus dans le détail, ça fera partie d'autres webinaires évidemment, et d'avoir des solutions de mesure adaptées à ce qu'on est en train de faire. Effectivement, le testeur récent, des jarretières optiques avec des membrnes intégrés de nouvelle génération, des flux encerclés, la méthode à jumper sont évidemment les produits indispensables dorénavant pour pouvoir être sûr que la précision de mesure est conservée. Alors j'en profite en même temps, je finis ma phrase, mais en même temps je lis vos commentaires. Sur une installation M3, M4, on devrait tester avec quel type de jarretière et de bobine. Alors, très clairement, sur une architecture OM3 et M4, on est, je veux dire, à 99% sur donc de la fibre optique, évidemment multimode en 50 microns, c'est ce que je voulais dire, 95%. Il pourrait avoir des autres installations plus vieilles en OM1 en 62.5, on va dire que OM3, OM4, c'est 50-125. Ça veut donc dire que cet environnement devra être mesuré avec les images que vous avez à l'écran, typiquement les jarretières bleues qui sont à gauche, devront être utilisées pour les accessoires, et une photométrie multimode à 850 et 1300 seront à ce moment-là les paramètres que vous allez mettre dans le testeur pour pouvoir faire cette certification de mesure. Les bobines, elles seront de même type, donc elles seront OM3 ou OM4. En termes de mesure, c'est pas tant le OM3 ou OM4 qui compte pour nous vis-à-vis de l'instrument de mesure, c'est plutôt quelque part l'aspect grade du connecteur qui influence beaucoup. Et en fait, je vous dirais que c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire, seuls nos outils peuvent fonctionner avec nos accessoires. Maintenant, on sait qu'en cas de dépannage, vous pouvez toujours utiliser d'autres jarretières et d'autres bobines. N'empêche qu'à ce moment-là, la précision de mesure s'envoie forcément automatiquement dégradée pour une raison relativement simple, c'est que les jarretières qu'on commercialise, les bobines amorces qu'on commercialise, dont les spécifications, vous les trouverez d'ailleurs sur Internet, hein, elles ne sont absolument pas cachées. Si vous retrouvez les mêmes ailleurs, vous pouvez à ce moment-là les utiliser, mais elles sont extrêmement bonnes, voire supérieures à tout ce que vous pourrez trouver sur le marché, on va dire classiquement vendu. Donc faites attention à ça. Je vois une deuxième question. Quels sont les problèmes fréquents identifiables par Reflecto lors de déploiement de fibre optique? En fait, c'est souvent des rayons de courbure qui n'ont malheureusement pas été respectés, et c'est souvent ça. On a de plus en plus du préconnectorisé qui, comme je dis souvent, et c'est génial, malheureusement, lorsque c'est préconnectorisé, quand je dis vous, c'est celui qui pose la fibre, doit la poser et non pas la tirer. Malheureusement, on voit encore trop de chantiers où la personne qui installe tire la fibre et en fait lui donne un effet absolument totalement désastreux. Et c'est d'autant plus vrai sur l'aspect, bien sûr, préconnectorisé, où si vous tirez sur les connecteurs, vous avez toutes les chances d'avoir une petite désassemblage juste derrière, ce qui fait que par les réflectomètres, effectivement, on va localiser l'endroit directement à travers ça. Encore une fois, l'aspect nettoyage, c'est-à-dire en fait connecteur sale,
est primordial et c'est un des éléments évidemment qu'on peut rencontrer par l'identification des défauts, hein. C'est relativement courant également. Euh, Encore une fois, les fibres optiques ou les jarretières que vous utilisez pour faire de l'exploitation, hein, pour jarretirer à droite et à gauche, pour faire les gestes de proximité, comme on dit, sont des jarretières qui sortent de sachets. Elles sont neuves, elles sont bonnes, mais elles sont potentiellement sales dans les 5 secondes que vous les avez sorties. C'est pas parce que c'est une mauvaise qualité, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'environnement dans lequel vous êtes va faire que la poussière va très vite revenir sur cette jarretière. Donc, la première des choses, jarretière neuve ou pas, vous devez les nettoyer. Et ça vous évite beaucoup de désagréments suite à ça. Et c'est absolument à garder en mémoire. Alors, je ne peux pas m'empêcher dans une petite webinaire de vous proposer quelques programmes promotionnels marketing sur nos produits. Ça fait partie de la communication. Jusqu'à fin juin, pour tout achat de notre plateforme, vous avez une deuxième caméra d'inspection qui vous est offerte, donc d'une valeur de 3 226 €. Et cela donc pour jusqu'au 30 juin ou 1er juillet pour être précis, si je regarde les dates. 30 juin, c'est un vendredi. Les kits qui sont éligibles sont des kits qui sont soit uniquement de photométrie, soit photométrie et réflectométrie, soit des combinaisons de notre testeur, certificateur cuivre avec ces options fibre optique, multimode ou monomode en fonction, et on les retrouve tous ici, tous ceux qui commencent par DSX 8000 ou 5000 par rapport à notre écran. Autre point, effectivement, comment Flook peut vous rendre la vie beaucoup plus facile. 3 slides pour terminer. Le premier, c'est un configurateur qui vous aide à trouver avec l'aide de cet outil la bonne configuration que vous nous proposez, qu'on valide ensemble après évidemment, et qui vous permet de plus facilement savoir exactement quel module mettre sur la plateforme Versive pour avoir la meilleure configuration. Cet outil, je n'ai pas l'écran, je ne l'ai pas à l'écran là, mais c'est vrai que peut-être qu'une prochaine fois je le ferai. Cet outil est très utile sur les accessoires nécessaires en fonction de votre environnement fibre optique, c'est-à-dire quel type de connecteur va nécessiter quel type de jarretière et de bobine compte tenu des connecteurs de mon testeur, qu'on soit en monomode, APC ou pas, LC d'un côté, SC de l'autre, ST et autres. Donc pour ça, ce configurateur est extrêmement bien fait et très utile en tout cas pour toute personne qui a besoin d'accessoires, entre guillemets, qui ne sont pas le package de base qu'on vous livre donc en standard. Alors, autre lieu pour trouver de l'information chez nous, ce qu'on appelle la communauté, avec notre site internet qui contient des bases de connaissances, avec beaucoup d'informations et réponses à des questions, notre blog, notre chaîne YouTube, dans laquelle vous trouvez des dizaines, et je dis bien des dizaines de courtes vidéos qui vont de comment ouvrir notre paquet quand je reçois mon nouveau testeur neuf, hein, jusqu'à comment faire une référence à un jumper dans telle configuration de connecteur. C'est extrêmement utile et même si c'est parfois que sous-titré en français et donc en langue anglaise orale, la vidéo, il n'y a rien de tel pour bien comprendre ce qui se passe. Twitter nous aide beaucoup évidemment et LinkedIn pour être à jour au niveau des dernières infos. Un dernier point qui est parfois peut-être méconnu, mais n'hésitez pas à vous inscrire à notre chronique de câblage. Encore une fois, c'est sur Internet, on ne peut pas le faire à votre place. C'est pour la loi des respects de votre vie, entre guillemets, et de votre adresse email. Mais n'hésitez pas à vous adresser à cette chronique et à vous synchroniser pour que vous puissiez recevoir très régulièrement une nouvelle information et qui vous permettra, avec un article qui lui est totalement en français, de bien comprendre un point technique qu'on abordera peut-être d'ailleurs à travers un webinaire, mais en l'occurrence que vous retrouverez dans cette chronique très souvent.
Voilà, donc merci beaucoup à tous. C'est cela que va se clôturer cet webinaire. Vous pouvez, en nous envoyant un petit email si vous souhaitez recevoir ce magnifique poster sur les 6 étapes à respecter pour une bonne certification de la fibre optique. Donc, soit vous l'envoyez à moi-même, donc à alain.livnet@flukenetworks.com, ou à notre autre Jean-Denis Montalesco de Distram, donc à jd.montalesco@distram.fr. Je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. On va garder quelques instants un petit peu le chat si vous avez encore des questions, mais je vais couper l'enregistrement. Très bonne fin de journée à tous et merci encore.